tous les gens voient le changement. Qui n'en peuvent plus. À des idées qui n'avaient plus cours depuis longtemps. Les choses ont évolué de manière très défavorable. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma, tous les trois, avec Maxime Gabriel, bonjour, Bonjour. Maxime, et Louis-André, bonjour, Bonjour, Louis. Anne. Et la récolte est bonne. Qui veut commencer? Qui est allé voir Allier? Bah, écoutez, moi je veux bien commencer puisque Vas-y. je l'ai vu pas plus tard qu'avant-hier Oui. et j'en tire un bilan très positif, hein, qui est au moins aussi positif que la qualité de l'affiche, ce qui est assez rare Donc c'est au l'histoire. cinéma. C'est donc l'histoire d'un homme et d'une femme, je dirais pas l'histoire d'un mec pour paraphraser Coluche, qui se retrouvent en 1942 au Maroc, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui est un Américain qui travaille aussi pour les services secrets anglais, qui se fait passer pour un Français. Il vient en gros assassiner un diplomate allemand. Elle a préparé le terrain. Elle s'appelle Marianne Beauséjour. Avec un nom pareil, elle ne peut être que française. Et elle est donc une résistante française qui est venue préparer le terrain pour lui faciliter la tâche. Jusque-là, tout s'annonce bien. Une fois leur mission accomplie, ils vont tomber amoureux, ils l'épousent, ils partent vivre en Angleterre. Et là, on ne dit pas la si, suite. on peut donner les bases de l'intrigue, parce que là, pour l'instant, c'est le préambule. Et la patatras, c'est le drame. On lui dit un jour, mon petit gars, en fait, ta femme est une espionne allemande. Et donc, l'intrigue du film, c'est, est-elle une espionne allemande? Va-t-il réussir à la sauver, à la protéger, à enquêter? Devra-t-il aller jusqu'à tuer sa femme? Eh bien, c'est ça qu'essaye de nous... C'est l'élément de suspense, si vous voulez, avec lequel nous attrape C'est le ressort. le film, c'est le ressort de l'intrigue. Et ça fonctionne plutôt bien. Je dois dire que c'est d'abord une histoire d'amour, évidemment, entre ces deux personnages, cette Marianne Beauséjour et ce colonel Vatan. Donc, non Brad pas Pitt. Vatan-Guerre, mais donc entre Brad Pitt et Marion Cotillard. Ça marche vraiment bien. Bon, c'est bien joué, c'est un film assez formidable. Il y a pour moi un seul bémol, c'est que pendant la première partie qui se passe au Maroc, le film a le mérite d'essayer de faire parler les gens dans leur vraie langue. Bon. Et donc, ce Brad Pitt qui arrive est censé être français, semble-t-il un industriel parisien très élégant. Et évidemment, je ne sais pas si vous avez déjà entendu Brad Pitt parler français, mais ça Il donne, pu être doublé. ça donne du « bonjour, je suis très content », ce qui est évidemment projeté dans un contexte où les autres personnes sont tous français et parlent vraiment français. C'est-à-dire que probablement aux États-Unis ça fonctionne, mais pour quelqu'un qui est français et qui regarde le film en VO, on ne peut pas croire à peu près plus de 1 seconde et demie que Brad Pitt soit crédible. Et du coup, c'est vrai que pendant la première demi-heure, on est tenté de sourire. Bon, je vous le cache pas. Est-ce qu'il y a des rappels du fameux Casablanca? Un petit peu. Est-ce qu'elle porte des chapeaux Non, alors c'est pas tellement dans les chapeaux, mais après il y a toute une esthétique. On le voit d'ailleurs très bien sur l'affiche. Hein, elle a une allure assez folle. En tout cas, dans cette première période, hein, qui est la période marocaine, où évidemment elle joue une collabo qui gagne bien sa vie, qui s'habille très bien, qui est très élégante, et on est projeté dans ce monde plutôt haut de gamme qui vit au Maroc. Après, ça change radicalement puisqu'on se trouve avec le milieu de la défense, des militaires. On est en Angleterre, donc en 43-44. On vit pendant le Blitz. Il y a une ou deux scènes assez fortes, hein, notamment la scène où elle accouche en plein air alors que l'hôpital est en train d'être évacué. Donc c'est sûr qu'accoucher pendant un bombardement en pleine rue, il faut le faire. C'est cumuler les ennuis. Il y a une scène où un avion quasiment s'écrase au-dessus de chez eux, ce qui est évidemment assez fort. Voilà, mon seul bémol, c'est la langue. Et puis un autre moment où Brad Pitt va en France donc, pour enquêter. Et évidemment, son contact est un Français qui
en bon français, est un résistant alcoolique, puisque sans ça, évidemment, ce ne serait pas possible, tellement alcoolique qu'il est en prison pour ivresse sur la voie publique. C'est évidemment d'une élégance folle. C'est un film américain. C'est un film américain. Donc les Français sont soit des collabos élégants et salauds, soit des alcooliques. Oui, bon, des braves types un peu alcoolo résistants, tendance paysous qui pue, vous voyez. Bon. Et à vous, Louis. Alors moi, je n'ai pas vu Allier, mais il faudra que j'y aille, effectivement. Donc un autre film, effectivement, sera peut-être plus intime, moi, le mien. Alors, Sully. Alors voilà, Sully, donc le nouveau Clint Eastwood, alors qui est un film, alors là, radicalement différent d'Allier, film extrêmement intime, je l'ai vu ce matin puisqu'il sort aujourd'hui. Bravo pour la confiance professionnelle. Exactement. On est très heureux. Et donc ce film met à l'affiche Tom Hanks, qui est absolument remarquable. C'est une très belle performance. C'est la première collaboration d'ailleurs entre Clint Eastwood et Tom Hanks. Et le film alors est extrêmement intime, extrêmement sobre. Il y a très peu de musique. Les rares thèmes musicaux qui apparaissent sont d'ailleurs de Clint Eastwood à nouveau. Donc il se remet de manière plus personnelle dans la musique. Donc ça nous donne un petit film très agréable, très beau. On peut peut-être rappeler l'histoire. Alors oui, l'histoire d'un pilote. Voilà, du pilote qui a sauvé la vie de 155 personnes, dont la sienne, puisque au départ de New York, l'avion qui le manipule en 2009, le 15 janvier 2009, rencontre un banc d'oiseaux et les réacteurs sont allumés. Les deux réacteurs sont entièrement soufflés, donc il n'y a plus de. Comme quoi, c'est quand même dangereux d'aller en avion. Je l'ai toujours pensé, je ne le prends jamais. Malgré tout, ce commandant, Sully, va parvenir à ramener l'avion, à sauver tout le monde en posant l'avion, ni plus ni moins, sur la rivière Hudson. Donc il a réussi à amérir et non pas atterrir. Ce qui est un coup de maître. C'est un miracle d'ailleurs. Le film tourne énormément autour du miracle de Sully. Avec référence religieuse ? Avec une petite référence religieuse, même si on voit bien qu'Eastwood ne cherche pas à récupérer du point de vue catholique ou protestant. Donc c'est une célébration d'un héros. D'un héros complètement ordinaire. Alors pas uniquement de Tom Hanks, de Sully. Il y a aussi finalement l'idée de célébrer le courage des 1300 personnes qui sont intervenues pour sauver les 155 personnes à New York. Et évidemment, derrière ce film, c'est l'ombre du 11 septembre 2001 qui plane. Et c'est finalement une sorte de réponse à cette terreur imposée par des fanatiques religieux. Et donc finalement, Sully est une belle réponse, très sobre, très épurée, avec des images très très belles. Et c'est vraiment un petit film à aller voir. En général, les films de Clint Eastwood sont toujours excellents. Clint Eastwood était vraiment, j'ai envie de dire, un cinéaste engagé au sens noble du terme, c'est-à-dire en vertu de l'intérêt de son pays. On a l'impression que c'est un grand patriote. Ah oui. Et que ces films doivent servir ce patriotisme. Il faut d'ailleurs noter que Clint Eastwood lui-même a survécu à un crash d'avion. Ah oui. Quand il était donc dans l'armée, son bombardier s'est crashé donc dans une rivière, je crois. Ah oui, et il a gravi ensuite derrière cela une immense falaise après être resté des heures dans l'eau glacée. Donc en plus, c'est un Américain qui en a. C'est une histoire vraie. Bon, fantastique. La fille de Brest. Alors moi je veux bien parler de La fille de Brest, parce avec que cette héroïne... pour tout vous dire, pas plus tard qu'hier soir, je me suis dit enfin un film français qui est une sorte de biopic, c'est-à-dire qui est l'histoire d'une histoire vraie, pas si vieille que ça, parce qu'en France on aime beaucoup les histoires des années 40, la collaboration, les méchants, les gentils. C'est tout récent. Là c'est une histoire récente qui s'intéresse au scandale du Mediator, qui est évidemment une question qui nous parle encore, puisque le procès n'est pas totalement terminé. L'héroïne est une avocate ? Non, pas du tout. Médecin. Mais donc, sur la posture, je me suis dit, allons voir cette chose qui, pour une fois, ressemblerait à du cinéma engagé sur une thématique récente hors collaboration et guerre mondiale, en France, et en plus, qui se passe en Bretagne. Ça fait du bien. Évidemment, ça fait du bien. Alors, j'aimerais vous dire que c'est très réussi. Malheureusement, ça ne l'est pas. On n'est pas dans le succès de ce type d'exercice à l'américaine.
Donc l'histoire est très simple, hein, c'est l'histoire du docteur Frachon. C'est ça. Irène Frachon, qui en vrai est française et protestante, d'une famille protestante très, très enracinée. Mais auvergnate. Et auvergnate, ou quelque chose comme auvergnate. Dans le film, elle a un accent danois et on nous dit qu'elle est danoise. Oui, parce que c'est l'héroïne. Trop pourquoi. C'est l'héroïne de Borgen. Mais on parlait toujours exactement. de série, moi j'ai regardé Borgen. Donc c'est une actrice qui a un petit accent. On ne comprend pas très bien pourquoi. Et donc, cette personne se rend compte, et le début du film est un peu raté de ce point de vue-là, à mon sens, qu'il y a un problème avec ce médicament qui s'appelle le Mediator, qui provoque des malformations cardiaques et qui, du coup, suscite un nombre de morts assez important. Le Mediator étant un médicament contre le diabète qui est utilisé aussi comme coupe-faim. Alors, ne me demandez pas pourquoi des gens utilisent un médicament pour se couper la faim plutôt que de manger une pomme. Mais n'y voyez pas une démarche pro-chiracienne, ma chère Anne, mais il y a des choses qui parfois m'épatent. Vous êtes mince comme un haricot, alors vous ne pouvez pas comprendre toujours ça. Toujours est-il que cette triste expérience, et c'est ce que montre ensuite le film avec intérêt, démontre que en fait, tout le système de la chaîne de protection sanitaire, et notamment ce qu'on appelait l'AFSAPS, qui est l'agence de sécurité pas alimentaire, mais du médicament qui a ensuite changé de nom à cause de ça, était complètement aux mains des laboratoires pharmaceutiques. Oui. Et donc, en fait, leur permettait des exploitations sur la base d'études, disons, assez légères. Et cette histoire révèle une connivence extrêmement forte entre les laboratoires et les administrations. Je rappelle que les laboratoires Servier, qui, en dehors du fait qu'ils emploient toute une série de personnes, ont quand même été condamnés et que au moins une très grande partie, sinon la moitié de leurs médicaments ont été retirés du marché aux États-Unis, en France, en Europe pour des scandales assez graves, notamment le Mediator. Je rappelle que M. Servier, qui est mort, donc on peut en parler maintenant, qui est mort il y a 2 ans, était Grand Croix de la Légion d'honneur en dépit de ses nombreuses affaires et que donc le film se passe entre 2006... Je ne suis pas sûre que, compte tenu de son âge, toutes ces affaires dépendaient vraiment de lui. Parce qu'il avait quand même 80... c'est lui qui a fondé le laboratoire et qui a créé le Mediator. Là, je vais défendre un peu les laboratoires. Vous savez, depuis que les laboratoires font ce métier, c'est-à-dire depuis l'après-guerre en réalité, où ils ont pris cette ampleur, il y a 30-40 ans, les laboratoires n'avaient pas cette espèce d'esprit de démesure qu'ils ont actuellement. C'est vrai, mais ça, c'est un phénomène des 20 dernières années. Pourquoi dis-je ça, Anne? Parce que le film se passe entre 2006 et 2010, grosso modo, c'est-à-dire jusqu'au moment où explose vraiment l'affaire, on se rend compte qu'il y a eu des morts, véritablement. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr, oui. À l'époque de ce film-là, évidemment, donc il y a ensuite un débat politique qui se met en œuvre. Ce monsieur Servier, c'est l'époque où il reçoit sa Grand Croix de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy, président de la République. On rappelle que Nicolas Sarkozy a été l'avocat plusieurs années auparavant de monsieur Servier. Donc évidemment, ça pose un certain nombre de questions sur... Objection retenue. Voilà, sur objection retenue. L'indépendance de l'État vis-à-vis d'un certain nombre... Bon, et pourquoi ça n'a pas marché sur vous? Pourquoi vous n'avez pas... Alors, j'ai trouvé que c'était pas excessivement bien joué. Alors, l'histoire est intéressante. Elle joue bien pourtant, Birgit. Oui, elle joue bien pourtant, mais on ne comprend pas tellement ce que vient faire son accent danois là-dedans. Benoît Magimel a beaucoup vieilli et beaucoup grossi, mais au-delà de ça, il joue plutôt bien. J'ai trouvé que, si vous voulez, ça manquait un peu de suspense, que c'était un petit peu... Le scénario était un petit peu trop démonstratif. Facile. Ouais. Néanmoins, il révèle... Il y a quelques passages qui sont assez intéressants. Hein. En gros, au début du film, on lui explique que, eux, c'est des Bretons qui n'ont rien compris, qui sont des imbéciles, que personne ne connaît. Ouais. Voilà, donc c'est un peu la posture du David contre Goliath, qui en soi est intéressant, mais pour moi, c'est plus un film qui a de l'intérêt au sens où il révèle un dysfonctionnement et qu'il permet d'éclairer une enquête. C'est presque un documentaire. Une enquête récente qu'on a suivie quand on n'est pas concerné de façon un peu lointaine. Donc, on peut le voir, mais ça n'est pas un grand film. Entendu. Le client? Alors oui, ce client donc de film iranien de Asghar Farhadi. Moi j'y suis allé parce que j'aime beaucoup le cinéma iranien et puis nous avons perdu il y a peu quand même Kiarostami. Donc immense réalisateur. Sauf que pas de chance. Sauf que pas de chance, c'est pas à la hauteur, malheureusement j'ai trouvé. Le client, mais alors il y a une performance absolument éblouissante, je suis tout à fait d'accord, de Hosseini, l'acteur principal. Alors c'est l'histoire d'une petite famille, pas d'une famille, pardon, d'un couple. Un jeune couple iranien de comédiens. Donc il y a une mise en abîme
tout le film durant entre donc, la pièce qu'ils mettent en scène, une pièce de théâtre qu'ils mettent en scène, et la vie quotidienne à laquelle ils sont confrontés, dans la mesure où ils emménagent dans l'ancien appartement d'une prostituée, on comprend très vite être une prostituée, et l'un des clients, visiblement, revient un jour et ne va tomber que sur la femme. Donc la femme va évidemment être très perturbée. Et tout le début, qui est vraiment absolument extraordinaire, repose sur une sorte de tension dans les non-dits, et finalement très intéressante du point de vue iranien, dans la mesure où on se demande si elle a été violée, puisque du point de vue du viol, la loi coranique n'est pas toujours très conciliante. Et en réalité, elle refuse d'en parler. Elle ne veut pas aller porter plainte à la police, elle ne parvient pas à se souvenir très bien de son agresseur, et le mari va finir par mener son enquête et va aboutir, et c'est là où finalement le film retombe, c'est dommage je trouve, on se rend compte que celui qui l'a agressé est un petit vieux, qui est beaucoup plus petit qu'elle d'ailleurs, donc on se demande, bon, c'est pas très crédible j'ai l'impression, et finalement ça se termine un peu sur une sorte de crise cardiaque de cette personne âgée qui l'aurait agressé. Mais bon, et une séparation progressive. Il y a de très belles images. Il y a de belles images. Le persan, il faut y aller si on ne connaît pas le persan. C'est une langue absolument sublime. Donc, oui, vous avez raison de dire ça. Ne serait-ce que pour ça. Et l'héroïne est très belle. Et l'héroïne est très belle. Et Hosseini, donc l'acteur principal, est excellent. Ça, c'est vrai. On continue. Donc, Tu ne tueras pas. On en a beaucoup parlé déjà, mais vous l'avez qui est pour moi le meilleur film du moment, je le redis, et un des meilleurs films de guerre que j'ai vu. Et donc, Louis... Et je confirme, c'est vraiment extraordinaire. J'ai trouvé ce film éblouissant. Alors effectivement, de la charpie. Il paraît que, je le dis parce que j'ai une amie qui m'en a fait part, qu'elle a emmené ses enfants ados et les amis de ses enfants ados, et qu'elle était très inquiète parce qu'il y a beaucoup de scènes de violence, et que les enfants lui ont répondu, mais maman, c'était très important que nous sachions ce qu'est la guerre. Eh bien justement, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est une mise en scène de la guerre. La façon dont on peut voir vraiment la guerre, je trouve qu'on la voit mieux dans la 317e section de Schoendoerfer. La guerre, c'est pas tout le temps du massacre et de la charpie, mais il y a aussi cet aspect qui est vraiment, alors là, totalement mis en avant dans ce film. Et très beau film. Du massacre au bout de 2 minutes. C'est-à-dire que les mecs sont formés pendant 2 ans, on les envoie et 10 minutes après, il y en a la moitié qui sont déjà disparus. Vous ne m'avez pas encore convaincu de la nécessité de voir le film. Mais ça, c'est parce que j'ai un fils et que l'idée de l'envoyer à la guerre me... Surtout qu'on parle maintenant de réintroduire le service militaire. Oui, et c'est justement toute la tension du film qui est extraordinaire. On en fait autour de quelqu'un qui refuse de tenir un fusil. C'est donc finalement cela. Mais c'est bien, nous en avons reparlé. Et on va peut-être s'arrêter là. Arès, non? Oui, Arès, on peut. Alors ça, c'est à ne pas voir, pour Bénès. C'est le film français, c'est que de la violence gratuite sans arrêt. C'est Louis Leterrier qui rencontre une pointe d'humour de Luc Besson. Ça n'a honnêtement aucun intérêt. Comme l'humour de Luc Besson. Très bien. Alors, vient de sortir en DVD et même pas sur les écrans, je crois qu'elle n'a pas trouvé de distributeur. Comme d'habitude, La chute des hommes, le dernier film de Cheyenne Caron. Nous allons tous le regarder et nous vous en parlerons la semaine prochaine. Mais tous les films de Cheyenne Caron sont de très haute volée et donc nous voulons lui attacher beaucoup d'importance. Donc je rappelle, Allier, Sully, La fille de Brest, Le client, Tu ne tueras pas et Arès, avec vos préférés, Allier, Sully et Tu ne tueras pas. Évidemment, Tu ne tueras pas. Merci beaucoup Maxime, merci beaucoup Louis, et à la semaine prochaine. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique « Je lis, donc je suis », j'ai convié quelqu'un que vous connaissez bien, Stéphanie Bignon, puisque... Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne. Elle participe à Bistro Liberté, cette belle émission, et elle a écrit un second livre.
Stéphanie, vous avez... je n'interroge pas la présidente de Terre et Famille, je n'interroge pas l'ingénieur, j'interroge l'essayiste. Vous avez écrit un premier livre qui s'appelle « Cessez de nous libérer », en collaboration avec quelqu'un que je connais bien. En fait, vous vous êtes libéré vous-même, puisque vous prenez la plume pour écrire un second livre. Quel est le lien avec « Cessez de nous libérer », publié aux éditions Via Romana? Exactement. Alors, je remercie avant toute chose le professeur Pierre Magnard, qui est le préfacier de ce second livre, La chasteté ou le chaos. Je remercie aussi Via Romana, bien sûr, et vous, Anne, pour cette émission. Pourquoi? Quel est le lien entre Cesser de nous libérer et La chasteté ou le chaos? Eh bien, dans Cesser de nous libérer, nous évoquions ensemble, Anne, puisque vous êtes co-auteur de Cesser de nous libérer, nous évoquions ensemble le fait que les femmes, on a prétendument libéré les femmes. Mais libéré de quoi, finalement? Libéré de leur vocation première, c'est-à-dire de dons, de gratuité, pour en faire des agents économiques. Et nous avons fait ce constat, nous l'avons développé, nous avons montré que cette libération n'était en fait qu'une fausse libération et même, je dirais, une façon de nous entraver et de nous rendre esclaves du système, ce qui n'est pas du tout dans la nature féminine. Et la chasteté et le chaos est venue comme, je dirais, un développement, une analyse de pourquoi, quel est le but derrière cet esclavage de la femme. Est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter, avant de parler du titre, La chasteté ou le chaos, nous présenter la couverture que vous avez choisie et qui apparaît sur cet écran parce que le tableau est très beau. Voilà. Alors, c'est un tableau de Noël Hallé du XVIIIe siècle qui est une prise révolutionnaire. Donc, je trouve cet événement intéressant par rapport au sujet traité. Et je trouve ce tableau extraordinairement évocateur, extraordinairement expressif de ce que je veux dire dans ce livre. Vous avez donc le Christ au cœur, vers lequel convergent toutes les lignes du tableau. L'enfant Jésus. L'enfant Jésus, vers lequel convergent toutes les lignes, tous les regards, qui est clair en fait, qui est la source de lumière de tout le tableau. Et puis vous avez Marie, évidemment, sur son âne, qui prend soin, qui tient au chaud, qui tient contre le vent et la tempête des alentours, qui tient à l'abri l'enfant Jésus. Et puis vous avez Saint Joseph, solide, musculeux, avec la barbe de la sagesse, qui escorte littéralement l'enfant Jésus et la Sainte Vierge. Et comme vous le dites très bien, non seulement Saint Joseph a eu l'intuition, ou en tout cas s'est rendu perméable au Saint-Esprit qui lui a commandé de fuir en Égypte, et de fuir quoi, si ce n'est le chaos, précisément. De fuir les usurpateurs, de fuir la débauche, de fuir la soif d'argent, la soif de pouvoir, des innocents. Et le massacre des innocents. Eh bien, Saint Joseph, par sa présence d'esprit, je dirais, et je le dis dans mon livre, peut-être avec un petit peu d'exagération, mais pour moi non, en tout cas, ça me parle géopolitique. Il reçoit intuitivement le message, mais il le reçoit pourquoi? Parce qu'il est complètement dans le cosmos, complètement perméable à son temps, et il reçoit le message de sauver la Sainte Vierge et l'enfant Jésus. Et c'est grâce à lui que le pire est impossible. Et il a bien sur son épaule un bâton. Il ne s'agit pas d'un Saint Joseph béat attendant qu'on vienne nuire à sa famille. Non, il n'est pas passif. Il a un bâton sur l'épaule, il est en marche et il emmène sa famille à l'abri selon le contexte du moment. Il a le bagage, etc. Et donc, on voit également la nature avec ce petit âne qui représente cette création qui nous est donnée à apprivoiser, à maîtriser. Et ce petit âne qui avance somme toute bien librement puisque il n'est pas malmené, maltraité, il fait partie de la famille. Quant au contexte, à l'arrière-fond,
on est dans la tempête, le tumulte. On voit au voile de la Vierge que le Voilà. vent souffle. Le vent souffle et pourtant, il règne au sein de ces 3 personnages de la Sainte Famille une paix éternelle en fait. Voilà. Autre petit détail que vous venez de me présenter, mais je le trouve fantastique, la Vierge monte en Amazone et elle a les pieds posés sur Un marchepied. un marchepied. Absolument. Est-ce que Saint Joseph est finalement le saint des gens chastes? Alors voilà, vous avez tout à fait raison. Je me souviens m'être posé cette question devant la fuite en Égypte et qui m'a inspiré le livre, c'est que nous avons le chaos qui poursuit 3 personnages chastes. Le Christ est chaste, la Sainte Vierge est chaste, Saint Joseph est chaste. Et le chaos poursuivant la chasteté, le titre du livre était absolument trouvé. Et oui, bien sûr, que c'est l'exemple même du sacrifice de soi au profit de l'autre et du bien commun. C'est qu'il se sacrifie complètement. Et je crois que dans cette idée de chasteté, en fait, il y a l'idée de la croix. Parce que la croix, c'est le sacrifice suprême au profit pour l'autre et pour le bien commun. Donc dans notre propre chasteté, dans notre propre... Alors il ne s'agit pas, et là on en vient à la définition de la chasteté. Qu'est-ce que la chasteté? Voilà. Les vieilles dames le savent, elles ont été instruites. En notre temps, on en faisait... Siquet, c'est des petits fûts. On était instruites sur le sujet. Il y avait des règles. Mais les jeunes gens aujourd'hui voilà, alors la chasteté n'est pas la continence absolue, n'est pas la privation de la chair absolue, pas du tout. Cela dit, la chasteté vue par un prêtre ou la chasteté vue par un père de famille, ça n'est pas la même chose. Mais chacun, selon sa vocation, doit être capable de chasteté, c'est-à-dire doit vivre chastement, c'est-à-dire vivre en accord avec sa fonction et les gens qui l'entourent. C'est-à-dire que le père de famille doit savoir, la mère de famille, le père de famille, dans le couple, on doit connaître des moments de chasteté nécessaires à la santé du couple. Donc la chasteté est nécessaire également pour ne pas, je dirais, galvauder. Et je parle aux jeunes filles en particulier, ne pas galvauder ce cadeau extraordinaire. Leur petit capital, comme vous dites. Comme on disait. Et je trouve primordial en fait, la chair est tellement belle qu'elle mérite l'esprit. Il ne s'agit absolument pas de dénigrer la chair et de dire « ouh, c'est vilain, pas beau ». Non, pas du tout. C'est justement, c'est tellement beau qu'elle mérite ce que nous avons de plus noble en nous pour en faire un acte extraordinaire qui est fondateur et fécond de toute façon, quoi qu'il en soit. Et c'est pour ça que la chasteté est indispensable. La chasteté, c'est finalement la maîtrise de nos pulsions, de nos émotions par l'esprit. Et dans le but du bien commun. Vous dites d'ailleurs que sans chasteté, les bébés arrivent à profusion et que l'avortement a pris des proportions absolument effrayantes et criminelles. Voilà. Tant qu'on peut encore en parler comme cela. Alors justement, il y a, et c'est pour ça que je développe dans ce livre... C'est le premier moyen de régulation des naissances, en fait. Exactement. Qui n'est pas chimique. Mais nous ne pratiquons pas la polygamie et nous sommes censés connaître la chasteté. Voilà. Si vous ajoutez monogamie et chasteté, vous avez la régulation complètement naturelle des naissances. Et c'est bien la preuve que par l'esprit, on peut tout. Dès l'instant où on remplace l'esprit par la chimie, ou dès l'instant où on remplace l'esprit par l'autoritarisme, dans les deux cas, autoritarisme ou chimie, on ne fait pas une société équilibrée, épanouie. En tout cas, on ne fait pas cette société qui cette société chrétienne qui nous a fait aujourd'hui et qui a modelé notre pays. Parce que je veux bien qu'on me dise qu'on soit agnostique, païen, etc. Mais qu'est-ce qui a fait notre pays? Qu'est-ce qui nous a donné cet art de vivre, si ce n'est cette extraordinaire liberté qui nous a été donnée en nous faisant prendre conscience que notre esprit était notre liberté. Parce que être
sous, je dirais, la domination de nos sens et de notre corps, ça n'est pas la liberté. La liberté, c'est quand notre corps obéit à notre esprit. Alors là, c'est la pleine et la vraie liberté. C'est ça, cette recherche de liberté permanente que l'on doit avoir. C'est cette pleine maîtrise, pleine connaissance de soi qui finalement nous donne la seule et la vraie liberté. Vous mettez Stéphanie Bignon, dans votre livre « La chasteté ou le chaos », vous mettez en parallèle les appétits sexuels et la consommation effrénée. Exactement. Alors là, pour moi, c'est absolument... Et c'est un peu l'objet du livre, puisque je suis très intéressée évidemment par la cause religieuse, mais la cause politique, je dirais, est même première chez moi, puisque je m'intéresse à la politique depuis mon plus jeune âge. Et je me suis aperçue que toutes les voies d'exploration par rapport aux mots de notre époque, je m'en suis aperçue par mes lectures, sont des goulets d'étranglement, sont des cul-de-sac si vous n'ajoutez pas, si vous ne vous évadez pas vers le haut grâce à la religion catholique. Donc ces fausses pistes ou ces pistes cul-de-sac ont été dépassées par cela, et par la religion catholique. Et donc, pourquoi il y a un lien? C'est évident. Dès l'instant où vous êtes inféodé à vos sens, dès l'instant où vous êtes influençable, dès l'instant où on peut vous dire « vous allez avoir une plus grande maison, un canapé en cuir si vous faites ceci, si vous faites cela. Et si vous travaillez, vous, madame, vous aurez 2 salaires et vous pourrez faire ça. Et 2 canapés en cuir. Pour avoir 2 canapés en cuir, 2 voitures, etc. » Et puis ensuite... Alors, de là, vous avez bien sûr aussi d'autres tentations. Vous allez vous évader, vous serez des artistes si vous fumez, si vous buvez, et vous serez quelqu'un, si vous serez quelqu'un, si vous fumez, vous serez quelqu'un, si vous allez boire, si vous allez ceci, si vous allez cela. Qu'est-ce qu'on fait? On crée des besoins permanents, c'est-à-dire que vous avez en permanence, et c'est là que le système libéral-libertaire est une machine à faire de l'argent, c'est que c'est ce serpent qui vous susurre à l'oreille, qui vous tente en permanence pour que vous ne soyez pas chaste. Vivre chastement, c'est finalement, en termes plus prosaïques, vivre sobrement. Et si la chasteté reprenait je dirais, son quotidien à travers nous, la société de consommation est morte. C'est pas la peine, messieurs et mesdames les écologistes, de chercher autre chose. Il n'y a qu'un remède au problème écologique, c'est la chasteté. Dès l'instant où vous n'êtes plus victime de la société de consommation, dès l'instant où vous n'êtes plus victime du serpent tentateur, eh bien, vous sauvez l'environnement, la société, vos proches, etc. Le titre d'un de vos chapitres, c'est « Qui inocule cette maladie ?» Oui, qui inocule cette maladie? Eh bien, en un mot, c'est le diable. En un mot, c'est ce fameux serpent. Pourquoi Ève chute au Jardin d'Éden, si ce n'est par manque de chasteté? Elle est tentée, elle a pour mission d'emmener Adam à l'arbre de vie, parce que le bon Dieu crée Ève, une aide semblable à Adam, il crée une aide semblable à lui, semblable à Adam. Eh bien, c'est une aide, mais je ne crois pas que le bon Dieu ait créé Ève juste pour créer une aide ménagère. Donc, c'est une aide, évidemment, dans un but très spirituel, et qu'il y a 2 fausses pistes en ce qui concerne la condition de la femme dans notre société. C'est soit de la confiner dans sa responsabilité et dans les conséquences du péché originel, c'est-à-dire tu resteras au foyer, tu feras des enfants, tu souffriras en donnant la vie, et tu marches 2 pas derrière parce que c'est vilain ce que tu as fait au péché, au Jardin d'Éden, ou de la considérer éternellement comme un enfant, une enfant, ou l'autre péché originel, mais qui est pire encore, à mon avis, l'autre conséquence du péché originel, ce serait de dupliquer, de répliquer. Tu es un homme comme les autres. Tu es un homme comme les autres, et d'être dans la tentation permanente pour ne plus assumer cette vocation qui est d'emmener tout le monde au pain de vie, à l'arbre de vie, cet arbre qui était présent dans le Jardin d'Éden, et qui, si Ève avait rempli sa mission, aurait mis toute la création hors de portée du diable. Si seulement Adam avait été emmené par elle, si elle avait dit « Viens mon chéri, je t'emmène à l'arbre de vie », elle a raté sa mission. Alors, les hasards de l'édition font... Et les conséquences du péché originel sont faites pour être dépassées, pas pour être subies. Voilà. Très joli.
Les hasards de l'édition font que votre livre précède de quelques jours seulement la publication d'un livre d'une universitaire américaine, Judith Reisman, sur Kinsey. Kinsey, dont le titre américain c'est Crimes et conséquences, et le titre français, Kinsey, les conséquences de la révolution sexuelle. Que répondez-vous? Alors, Kinsey est ce zoologiste américain entre les deux guerres qui, pour justifier ses activités hors normes, dirons-nous cela comme ça, a décidé de faire des tests statistiques sur le comportement sexuel des Américains, statistiques qui n'ont strictement rien de scientifique et qui ont été faites dans les prisons, dans les asiles psychiatriques, mais en aucun cas chez Monsieur et Madame Smith. Que répondez-vous alors aux amateurs de... et ça a eu des conséquences énormes puisque l'Amérique victorienne est devenue cette Amérique tout de même étonnante dont la législation a été complètement transformée. Que répondez-vous donc aux amateurs de Kinsey qui disent « La chasteté ne peut pas être une vertu car ce n'est pas un état naturel ». Alors d'abord, on comprend très bien que la chasteté, le contrôle de nous-mêmes par notre esprit nous donne cette liberté qui nous permet de nous enraciner en nous-mêmes, en Dieu, sur notre sol. Quand vous violez dès l'enfance des enfants, quand vous leur... dans le titre du livre de Judith Reisman en anglais, c'est « Stolen Honor, Stolen Innocence ». Innocence volée, honneur volé. Honneur volé. Quand vous avez volé l'honneur et l'innocence de quelqu'un, vous en faites un déraciné à vie. Et manipulable. Et manipulable. C'est déraciné. Mais pourquoi dire, oui. Quand vous êtes déraciné, vous êtes manipulable. Oui, oui. C'est bien pour ça que cette société moderne, et comme le dira Bernanos, on n'a rien compris à l'époque moderne si on n'a pas compris qu'elle était une attaque permanente à la vie intérieure. Eh bien, pourquoi on attaque sans cesse cette vie intérieure, donc cette capacité de maîtriser ce que nous sommes par l'esprit? C'est parce que dès l'instant où vous ne vous maîtrisez plus, vous êtes manipulable. Vous devenez un agent économique, vous devenez un outil du système, et vous devenez le propre outil de votre asservissement. Donc on comprend très bien pourquoi un Kinsey, un Freud, et pour commencer peut-être, et là j'en viens à Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne cherche plus à éduquer, à élever, on fabrique de futurs esclaves, forcément. Donc la phrase « la chasteté ne peut être une vertu car ce n'est pas un état naturel », cette phrase donc, qui est reprise du livre de Judith Reisman et qui est utilisée pour défendre les thèses du professeur Kinsey, eh bien, je dirais que à quoi sert d'être un être humain si ce n'est la transcendance de nos besoins naturels? Oui, on n'est pas des animaux. Mais on n'est pas des animaux. Et alors moi, qui suis agricultrice, qui élève des bovins en Charolais, eh bien, je peux vous dire que quand je vois mes animaux dans leur activité toute naturelle, il n'y a pas recherche de transcendance de leur activité naturelle. Quand ils se jettent sur le foin ou sur la vache d'à côté. Ou sur la vache d'à côté, il n'y a pas de recherche d'œuvres d'art. Voilà, il y a de façon tout à fait normale une activité naturelle. Mais nous qui sommes doués de cet esprit, qu'en faisons-nous? Nous qui sommes doués de cette liberté, qu'en faisons-nous? Et je pense que la grande dignité, le fait d'être un être humain, c'est ça. C'est transformer l'art de la table en art, c'est-à-dire cette... Et d'ailleurs, je crois qu'une des façons d'apprendre la chasteté, je crois que c'est très très lié à l'éducation que peut donner une mère à ses enfants, c'est on ne se sert pas le premier, on attend que sa maman soit assise, on écrit, on écrit une petite carte à sa tante, on prend un peu sur son temps de jeu, c'est-à-dire on prend un peu sur soi, on n'est pas toujours à satisfaire ses propres besoins. À un moment donné, on s'arrête pour faire plaisir à sa vieille tante, pour lui fêter son anniversaire. On ne se sert pas le premier à table. C'est sacrifier un peu de ses pulsions pour s'élever au-dessus de ses pulsions précisément, s'élever. Et c'est bien ça qui nous est demandé en tant qu'être humain. C'est de faire de nos vies au plus possible des œuvres d'art, au sens où on se sculpte soi-même, et on ne peut se sculpter soi-même que si on retrouve
l'esprit. Merci beaucoup Stéphanie Bignon. On vous écouterait pendant des heures, bien que vous soyez un tantinet exigeante. Chers amis de TV Liberté, je vous signale que vous pouvez rencontrer Stéphanie Bignon qui sera présente à la fête du livre que j'organise qui s'appelle Lire sous les sapins. C'est à Paris, je suis désolée pour ceux qui habitent loin. À Paris, le dimanche 11 décembre, de 14h à 18h30, c'est salle Chasseloup, 64 avenue Théophile Gautier, c'est le métro Notre-Dame d'Auteuil. Et vous pourrez rencontrer donc Stéphanie Bignon qui signera ce joli, très joli petit livre. Jean Raspail, Rénal de Sécher, Marion Sigaud et la grande dessinatrice Char et bien d'autres écrivains que vous avez entendu et vu dans cette émission, notamment Bernard Gantois pour sa saga des Louis. Merci beaucoup Stéphanie Bignon. Merci Anne, merci chers téléspectateurs. Et à très vite chers amis de TV Liberté pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique L'art en beauté, nous avons réinvité Jean-Paul de Rambre. Bonjour monsieur. Puisque monsieur de Rambre est un guide merveilleux, il nous a initiés à l'art du vitrail et aujourd'hui, il va nous évoquer ce que l'on appelle la tapisserie de Bayeux et il va nous reprendre. Je rappelle les titres de monsieur de Rambre. Il est maître de conférence à Lille 3 en histoire de l'art. Il est vice-président du Centre international du vitrail et il a écrit de très beaux livres sur le vitrail avec son épouse Colette de Rambre au Zodiac. Et en ce moment, dans les librairies, dans les maisons de la presse, un numéro de histoire antique et médiévale consacré au vitrail. Alors aujourd'hui, nous partons en Normandie pour voir ce que nous appelons la tapisserie de Bayeux. Mais je crois que c'est une erreur. Oui, alors effectivement, je préfère parler de broderie, dans le sens que, par exemple, on fait la différence entre la porcelaine et la faïence, c'est pas forcément la même chose. Et donc, il s'agit d'une technique de broderie très simple, plusieurs fils de laine sur un tissu de lin. Et ce n'est pas du tout le point de tapisserie au sens strict, mais on peut dire que ça fait tapisserie au sens large, puisque c'était une broderie qui était destinée à être accrochée dans des espaces assez importants, sans doute des églises, pour effectivement rendre la grande histoire de la conquête d'Angleterre par le duc Guillaume particulièrement accessible. Alors cette broderie nous arrive aujourd'hui dans un état de conservation assez remarquable, elle est fragile évidemment, mais elle est quand même tout à fait claire et les tons sont toujours aussi francs. Aussi vifs, oui. Voilà, du bleu, du rouge, du vert, enfin, très peu, mais juste ce qu'il faut pour distinguer les différents personnages. Il manque simplement la fin, qui a été perdue du fait d'un enroulement pas très soigneux. Donc la partie supérieure du rouleau a pris l'eau et le tissu a pourri et a disparu. Mais il est intéressant, quand on se lance dans la lecture avec le repérage d'une structure narrative extrêmement précise dans la broderie, il est assez aisé de proposer une hypothèse sur la conclusion vraisemblable de cette broderie. Alors, quelle est l'histoire? Que raconte cette broderie? L'histoire, c'est le duc Guillaume. Le duc Guillaume qu'il s'agit de légitimer, parce qu'un Normand en Angleterre, ça coule pas de source. Et donc, il a fallu effectivement relier ce choix qui a été fait par le roi Édouard, qui est un roi saint, très grand roi vénérable et dont la parole est très respectée. Donc, son vœu, au moment de mourir, est de transmettre la couronne à quelqu'un de la famille, mais par les femmes qui donc viendraient, parce qu'il a d'estime pour le duc Guillaume. Mais il y a un concurrent, il y a un Anglais, un aristocrate, Harold,
qui lui est plus franchement anglais, qui représente l'aristocratie anglaise et qui voit d'un mauvais œil l'arrivée de ce conquérant, donc dans l'âme, et la lutte est sévère. Alors, il va déboucher donc sur cette fameuse bataille d'Hastings dont on vient de faire les 950 ans, 15 et 16 octobre récents, c'est tout à fait d'actualité. Une bataille que l'Anglais va perdre, mais il reste quand même une résistance de la part de l'aristocratie anglaise, et donc il faut la convaincre que la prise de pouvoir par le duc Guillaume est légitime. Et on raconte l'histoire, ce sont les Normands qui racontent l'histoire, évidemment, on parle de la reine Mathilde éventuellement, son épouse, mais ce sont les Normands qui vont raconter l'histoire et qui vont l'exposer dans les églises anglaises. Il est facile sans doute d'imaginer que dans la nef d'une église, on peut dérouler à peu près 70 mètres aujourd'hui conservés, 75 mètres sans doute à l'origine, en accrochant sur les chapiteaux le long de la nef. Et donc il y a un sens de lecture. On commence par d'un côté, on va sans doute aller au fond de l'église et on va voir le milieu de l'histoire qui est dans l'axe précisément de l'autel, et puis on termine par le côté sud, sans doute, avec le duc Guillaume qui arrive évidemment en bonne place royale. Alors, il faut donc repérer, comme pour toute histoire, la structure. Et il y a un début, il y a un milieu, et il y a une fin. Le début, c'est le roi Édouard, donc on le voit ici, qui envoie un messager. Et curieusement, le messager, c'est Harold. C'est ce alors, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, que nous voyons sur les écrans. Tout à fait en bas. Oui. C'est Harold qui est choisi pour transmettre un message qui ne lui plaît pas trop, sans doute, mais il va accomplir son rôle de façon un peu servile. Enfin, il obéit au roi, le voilà, qui s'en va, un grand équipage, et donc de l'Angleterre à la Normandie, il faut traverser le Channel, il faut traverser la mer. Donc il y a un embarquement. Les chevaux sont magnifiques. Les chevaux sont magnifiques, un embarquement, une petite prière avant le voyage, un repas en attendant que la marée soit haute, les bateaux sont prêts, donc on les pousse avec des grandes gaffes parce que le fond est encore un peu faible, et puis en pleine mer, la voile est affalée et gonflée par le vent. Et on arrive donc avec une vigie, on se prépare à jeter l'ancre, on arrive en Normandie. L'accueil en Normandie n'est pas des plus chaleureux. Il se trouve que le comte Guy de Ponthieu sent là un Anglais qui n'est pas forcément ami, donc pour faire du zèle par rapport au duc Guillaume, il le fait prisonnier. Donc, il on le voit au geste. Voilà, il lui dit le geste, tu n'as pas ta place ici, donc reviens Harold, d'où tu vas, tu arrives. Tout à fait, est appréhendé et fait prisonnier. Alors, bon, c'est un prisonnier politique, il a droit quand même à conserver son faucon, et il chemine donc vers le duc, et on dit qu'on discute, parabolante, on va discuter. Parce qu'il y a une légende en latin qui court tout le long de l'image, et qui est très intéressante, parce que c'est signe que l'image et le texte ne sont pas opposés, et que l'approche de l'image suppose la connaissance d'un texte. Des fois, on dit les images pour les illettrés, etc. C'est vrai que l'image est pour les illettrés, mais les lettrés, ils sont aussi les parties prenantes, et souvent les premiers destinataires, en tout cas, ils sont à l'origine de l'image. Donc, il y a un récit, un discours, on discute. Alors, en même temps, il se trouve que des messagers ont été prévenir le duc Guillaume que Harold avait une bonne nouvelle à lui annoncer, et donc, à bride abattue, les messagers de Guillaume viennent dire au comte Guy qu'il ne faut pas l'en faire un prisonnier, au contraire. On voit les chevaux en plein galop. On voit les chevaux, alors qu'ils hennissent de sueur à l'arrivée. Et alors c'est assez intéressant parce qu'à ce moment-là, on a un problème de sens de lecture. Normalement, ça se lit de la gauche vers la droite, mais alors quand il faut raconter deux événements qui se passent en même temps, mais dans deux lieux différents, on ne sait pas comment faire, sinon de placer le lieu second un peu plus loin et de faire revenir de la droite vers la gauche pour que les deux histoires se rencontrent, l'histoire du comte Guy, l'histoire de Guillaume. Alors, tout rentre dans l'ordre, on amène Harold dans le palais de Guillaume, et là, évidemment, de grands échanges ont lieu, il y a même un mariage pour consolider les alliances, avec un moment d'amitié et de bravoure. Donc,
quand on est chevalier, eh bien, on vient aider le duc Guillaume pour une petite expédition militaire. Quand les Normands ont un peu de temps, ils vont en Bretagne pour casser un peu du breton. Et on passe au Mont-Saint-Michel, on dépasse le Mont-Saint-Michel, on traverse le Couesnon, qui est très très dangereux, parce qu'il y a des sables l'abbaye mouvants. installée sur le rocher. Voilà, on la voit ici. Et donc Harold, qui se veut être l'ami de Guillaume, brille par sa bravoure. Il sauve là 2 Normands, à lui tout seul, des sables mouvants, un sur ses épaules, un qui tire. Et donc l'équipée reprend, on passe à Dol de Bretagne, qu'on conquiert sans difficulté, le Conan breton s'échappe, et on arrive on va arriver à la ville de Dinan. On dépasse la ville de Rennes, qu'on ne touche pas, et la ville de Dinan donne lieu à une bataille assez sévère, qui est gagnée par les Normands, et forcément avec l'aide d'Harold. C'est un avantage qui permet au duc Guillaume de recueillir les clés de la ville de Dinan. Alors, du coup, Harold est fait chevalier, ami de confiance, donc tout va pour le meilleur et pour le monde, et on arrive à la scène centrale. La scène centrale, c'est que Harold jure sur les reliquaires fidélité à Guillaume. Il reconnaît qu'il va être roi, et il lui dit « je serai ton vassal, ton serviteur ». Et un mot très important est utilisé en latin, sacramentum, fecit sacramentum, c'est-à-dire qu'il a fait serment. Alors ce n'est pas le sens du sacrement au sens théologique du terme, mais ça donne une dimension quand même à ce serment qui est sacré. Et donc sur les reliques. Alors c'est tout l'argument, il a juré, il a été en connaissance de cause, il a eu la confiance de Guillaume, et donc il devrait normalement tout bien se passer. Il retourne, il rencontre au roi Édouard que la mission est accomplie. On sent là dans l'attitude d'Harold un dos un peu fourbe. Un peu trop rond. Voilà, une attitude un peu cauteleuse du futur traître, mais on ne fait que le deviner. Sur les entrefaites, le roi Édouard meurt. Alors, d'un côté, on va raconter l'enterrement du roi Édouard, voilà. Et le roi Édouard est donc avec un bel enterrement à Westminster qui vient d'être terminé, une petite finition du chantier, on est en train d'installer le coq sur la partie supérieure. Et pendant qu'on enterre le roi Édouard, il est à peine refroidi que Harold trahit et se fait couronner roi par les aristocrates. Donc il est un évêque aussi, Félon, l'évêque Stigean, qui va contribuer au sacre du roi. Il est acclamé, évidemment, mais à ce moment-là, un présage très funeste dans le ciel, une comète passe. On a repéré que c'était la comète de Halley qui passe dans le ciel. On dit que tout le monde, Mirande, regarde cette étoile. Et voilà que tout le monde se détourne vers cette étoile. Le roi Harold est tout seul, dans une attitude un peu déstabilisée. Et ce signe est évidemment un mauvais présage pour lui, peut-être le signe divin d'une étoile qui viendrait remettre la justice sur son bon chemin. Alors, on prévient bien sûr le duc Guillaume que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, que Harold a usurpé la place, et Guillaume, du coup, décide de venir défendre ses droits en préparant une armada absolument extraordinaire. On voit ici la préparation des bateaux, un nombre incalculable de bateaux, on charge ces bateaux d'armes, de nourriture, etc. Et on embarque et on voit sur la deuxième partie de la broderie une immense flotte qui se déploie sur plusieurs plans d'ailleurs, qui montre la force de l'armée normande qui débarque donc en Angleterre. Alors Guillaume va profiter d'une opportunité extraordinaire parce que Harold à ce moment-là est très occupé au nord contre les Danois. Et donc, il n'est pas là. Le terrain est libre. Et le terrain est libre. Et là, Guillaume a le temps de s'installer, construire un camp retranché, il nourrit ses troupes, on fait un grand repas avant la bataille qui est déjà prémonitoire. On voit Guillaume avec son frère Robert, l'évêque de Bayeux. Et puis, voilà, on prépare le camp fort, bien sûr, on brûle quelques maisons, la veuve et l'orphelin sont déjà présents. Et les soldats sont prêts pour l'attaque. Alors, une première tentative, mais qui se révèle finalement inutile parce que Harold n'est pas encore là. Donc les troupes se calment et puis petit à petit, voilà que l'armée se met vraiment en branle. Le duc Guillaume fait un grand discours à ses soldats pour qu'ils se battent avec courage et confiance. Donc voilà l'armée avec les archers, les cavaliers, les fantassins, tout ça c'est en ordre de marche.
Et enfin, les Anglais arrivent en face. Donc le choc est rude. On dit qu'il y a autant de soldats anglais qui meurent que de soldats français. Le combat est assez incertain. Il y a un moment, un bruit court que Guillaume est mort, donc c'est la panique, mais Guillaume se montre, je suis vivant, donc c'est reparti dans l'autre sens, et puis finalement le frère d'Harold meurt, et puis Harold lui-même va recevoir une flèche dans l'œil et va mourir, donc c'est effectivement la fin de la bataille, et il nous manque donc la dernière partie oui. qui certainement montrait le duc Guillaume, couronné roi. Sacré, donc oui. on a oui. en face le roi Édouard, oui. le légitime qui meurt, à l'arrivée le roi Guillaume, et au centre, l'événement qui fait le piquant de l'histoire, Harold, qui a usurpé et qui est le mauvais roi. Voilà, donc une histoire extraordinairement structurée, avec Guillaume qui arrive à proximité de l'autel, donc pour exercer sa royauté de façon légitime. C'est passionnant. Vous avez un don de conteur pour nous dire cette geste extraordinaire. J'ai envie d'évoquer le très beau livre de Jean de la Varande sur Guillaume, le bâtard conquérant. Alors c'est un très grand roi, le bâtard, donc d'origine un peu seconde, mais il n'aimait pas trop être appelé le bâtard. C'est un homme fort qui fait un très beau mariage avec Mathilde, malheureusement. Voilà qu'on déclare qu'il y a un lien de consanguinité assez éloigné. Il fallait vraiment le chercher, ce lien de consanguinité. Mais c'était l'occasion pour le pape d'exercer son autorité vis-à-vis de Guillaume et de lui dire tu seras roi, mais il faut quand même que tu me reconnaisses. On a peur des Normands. Les Normands sont jeunes, ils sont chrétiens, ils sont vigoureux. Ils ont un passé. Est-ce qu'ils vont vraiment obéir à Rome? C'est une question. Alors il y a l'enfant qui fait l'intermédiaire, qui est un grand juriste, et donc les choses s'arrangent et Guillaume et Mathilde décident à ce moment-là de faire du bien à l'Église, construisent l'un l'abbaye aux hommes, l'autre l'abbaye aux femmes, pas en réparation, mais en hommage à l'Église. Et il se trouve que Guillaume est un grand défenseur de l'Église qui a su s'entourer de théologiens et d'une très grande spiritualité, Mathilde en particulier, qui est vraiment très, très, très pieuse et très religieuse. Donc tout rentre dans l'ordre sur tous les plans. Donc l'Angleterre, Rome, bien sûr, et puis la France, puisque il continue d'être le vassal du roi de France en tant que duc de Normandie, mais on sent déjà une rivalité qui va naître, que ce duc de Normandie est aussi roi d'Angleterre et que le roi d'Angleterre n'est pas le vassal du roi de France, et d'où des histoires qui vont se prolonger, mais dans un autre sens. Monsieur Jean-Paul de Rambre, on vous écouterait pendant des heures, et donc je crois que nous allons essayer de trouver toutes les occasions pour vous réinviter. C'est très gentil. Notamment pour parler de ce beau livre, La Bible par les arts, qui vient de sortir. Merci beaucoup, Jean-Paul de Rambre, et je crois que les Normands en particulier, les téléspectateurs de TV Liberté seront heureux de ce très beau récit. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission de Perles de Culture.